Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion 127, 1, 2, 7. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez toutes les règles de sécurité sanitaire, ne faites pas de bêtises. Pour protéger les autres, il faut se protéger soi-même. Par ailleurs, exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé, transformé en esclave consentant. Et enfin, développez votre proximité cinéphile, bien que nous soyons, ou malgré le fait que nous soyons, dans une période de reconfinement. Eh bien, nous nous efforçons de maintenir le lien avec vous toutes et vous tous, chers spectateurs, et nous continuons à proposer nos suggestions cinéphiles, notre chronique de l'Odyssée et nos conversations de l'Odyssée. Et je vous invite à consulter régulièrement notre site où, là, sur l'onglet Au bonheur des cinéphiles, des propositions tout à fait honnêtes, bien sûr, et cinéphiliques vous sont faites. Vous pourrez prendre connaissance des différents sites sur lesquels il est possible de surfer. Sites gratuits et sites payants aussi. Mais revenons à nos moutons sans perdre nos chèvres. Suggestion cinéphile numéro 127, eh bien, elle est consacrée à un film qui est un film qui occupe une place à part dans les trésors du 7e art. Il s'agit bien sûr du film de Samuel Fuller, Choc Corridor. Un mot pour commencer. Pour ce qui concerne Samuel Fuller, que personnellement j'ai eu l'honneur et le privilège de pouvoir rencontrer grâce à Francis Bueb, qui à l'époque s'occupait à la FNAC de toute l'animation. Eh bien, un monsieur extraordinaire, petit de taille, mais une voix grave de géant, de colosse en quelque sorte, et qui est un extraordinaire filmmaker, un faiseur de films, un réalisateur, qui avant tout se met à chaque fois au service de l'œuvre qu'il veut faire, et qui chaque fois développe un film en l'appuyant sur un point de vue qui est particulièrement homogène, cohérent et fort. Il incarne au fond tout ce que certains, dont moi, aiment dans la littérature et dans la culture américaine, c'est-à-dire cette prédominance du comportementalisme, du behaviorisme, si vous préférez. C'est-à-dire que c'est le comportement, les gestes, le langage du corps aussi, des personnes, des actrices et des acteurs qui expriment le plus. Et donc c'est une démarche cinématographique qui refuse le psychologisme un peu mièvre parfois auquel se complaisent par facilité ou par relative capacité, dirons-nous, un certain nombre de réalisateurs en France que par charité je ne nommerai pas. Mais puisqu'on parle de comportementalisme et de refus d'un psychologisme, eh bien ce qui est intéressant, c'est que dans le film Choc Corridor, eh bien le lieu, le cadre de ce film, c'est un asile. À l'époque, on ne parlait pas d'hôpitaux psychiatriques, ou très peu, et c'était encore des asiles de fous. Et rappelons les superbes analyses de Michel Foucault sur le grand enfermement, n'est-ce pas? Eh bien, ces asiles n'avaient pas forcément pour objectif de traiter les souffrances, la entre guillemets maladie qu'ils pouvaient avoir, mais il s'agissait de mettre les catalogués fous à côté de la société, en dehors de la société, de les séparer du reste de la société et de faire en sorte qu'ils soient neutralisés. Donc il n'y avait aucune perspective j'allais dire de rédemption, mais de salut ou de guérison qui était l'objectif prioritaire. Et de ce point de vue-là, beaucoup de films parlant d'asile eh bien, ont énormément de points communs avec les films qui parlent de la prison. Bien. Samuel Fuller a fait pas mal de films, parmi lesquels les plus célèbres sont The Big Red One et sur la guerre, et parce qu'il avait participé à la Deuxième Guerre mondiale, il en a été affecté, traumatisé, et il avait également il a fait un film qui s'appelle Le port de la drogue avec Richard Widmark, qui est un film là aussi en noir et blanc très 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 impressionnant.
Donc, Shock Corridor, pour la petite histoire, c'est le film typique de ce qu'on appelait à l'époque la série B. Les grands studios hollywoodiens avaient une stratégie de production qui faisait qu'ils produisaient par année 4, 5 ou 6 films très ambitieux du point de vue de public. Et comme les studios, il fallait qu'ils s'amortissent, eh bien parce qu'il y avait sous contrat des figurants, des acteurs, des actrices, des techniciens, il y avait des plateaux, et qu'il fallait amortir tout cela, ben on fabriquait, on produisait à côté de ces films de série A, des films de série B qui avaient peu de moyens, pour lesquels on investissait peu d'argent, mais qui étaient des films qui étaient des laboratoires où s'expérimentaient les réalisateurs et qui parfois avaient un succès absolument extraordinaire. Il y a un film de Vincente Minnelli qui s'appelle The Bad and the Beautiful en anglais, Les Ensorcelés, le titre français, qui parle très bien de cette stratégie de production des grands studios hollywoodiens. Alors, toutes ces choses dites, le sujet du film, il y a plusieurs personnes qui me lisent et qui sont prêts à me tirer dessus si je raconte la fin. Eh bien, je vais vous raconter la fin. Non, je ne vous raconterai pas la fin, mais juste pour vous donner envie d'aller voir ce film, eh bien, je voudrais situer, si vous voulez, le cadre de l'intrigue. Un crime a été commis dans un asile, dans un hôpital, et un journaliste, aidé par son patron, qui est très cynique, qui lui est très utilitariste, qui veut que ce soit son journaliste qui gagne le prix Pulitzer, eh bien un journaliste, John Barrett, décide de se faire passer pour fou et de se faire interner dans cet asile pour remonter le fil de l'enquête. Et de ce point de vue-là, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que on va, avec les yeux de gens qui sont censés ne pas être fous, eh bien, fabriquer une image de fou pour justifier l'internement de ce journaliste. Et c'est vrai que cela est assez intéressant, c'est-à-dire la folie pensée par le non-fou. On pourrait dire que ce qui est par inversion, et c'est un peu un des propos du film aussi, mais par ricochet, par la bande, comme on dit, eh bien, comment peut-on se représenter la normalité si l'on est fou? Je m'explique. Eh bien, ce journaliste va notamment travailler avec 3 témoins. Et ces 3 témoins incarnent chacun à sa manière les 3 obsessions, et je dirais même les 3 péchés de l'Amérique. D'une part, un anticommunisme simiesque, car il faut savoir que ce film qui a été réalisé en 1963, eh bien, il s'inscrit dans une période qui suit de 9 ans la période de la chasse aux sorcières, qui était une obsession d'anticommunisme avec le célèbre et abject sénateur McCarthy, n'est-ce pas? On appelait ça, cette chasse aux sorcières, le McCarthyisme. Eh bien là, il y a un des témoins fous qui, lui, est absolument obsédé par l'anticommunisme. Il est marqué par cela. Il a participé à la guerre de Corée. Et à l'époque, l'obsession, c'était pas l'arabe, le musulman, c'était plutôt les gens dont on disait qu'ils avaient les yeux bridés, parce qu'ils étaient en Asie. Et puis il y avait les bons asiatiques, et puis il y avait les mauvais. C'était évidemment la Corée du Nord, c'était la Chine de Mao Tse-tung. Et donc ça, c'est la première tentation, la première obsession, la première pulsion obsessionnelle, pourrait-on dire, l'anticommunisme, et qui pousse les gens à complètement disjoncter. Et la deuxième tentation, le deuxième témoin, bien lui, il incarne une autre obsession abjecte, et qui aujourd'hui, en 2020, est malheureusement toujours d'actualité. L'anticommunisme a cessé faute de combattants, alors on se rabat sur des avatars, en essayant de faire des procès de guerre froide à des dirigeants qui sont des représentants de systèmes économiques libéraux comme Poutine. Eh bien, la deuxième obsession, c'est
le racisme anti-noir. Et là, nous avons un fou, entre guillemets, toujours, qui est un noir, et qui s'érige, donc lui aussi le pauvre, il a disjoncté, en un chantre, en un tribun du Ku Klux Klan. Donc c'est le noir qui a été tellement aliéné par l'idéologie suprématiste blanche qui consiste à les considérer, les gens de couleur, comme des êtres soi-disant inférieurs, eh bien, lui aussi, il est dans un délire. Il a été marqué par cela. Et puis, enfin, le troisième témoin, fou, entre guillemets, c'est celui qui incarne la troisième pulsion obsessionnelle de la société américaine, dont il faut quand même rappeler au passage, et Fuller nous le rappelle, que les États-Unis sont le pays qui a le seul gouvernement au monde qui, à ce jour, a utilisé l'emploi de la bombe nucléaire, de la bombe atomique, contre des populations civiles. Et là aussi, le fou, entre guillemets, eh bien, il a disjoncté parce que il se rend compte que l'arme nucléaire peut avoir des résultats non seulement catastrophiques, mais des résultats, des conséquences signifiant la fin du monde. Pas seulement d'un monde, du monde libéral, économique, mais la fin du monde de toute l'humanité. Et donc, il y a dans ce film, en filigrane en permanence, cette proposition et que l'on voit en parcourant les espaces, les corridors, les espaces confinés d'un asile, eh bien on voit que ces fous, entre guillemets, eh bien, sont peut-être produits par une société qui est en permanence stressée, déchirée, triturée par les trois obsessions: anticommunisme, racisme anti-noir et obsession du nucléaire. Il y a là une analyse qui est évidemment très très intelligente, très subtile. Alors, pour la petite histoire, disons que, enfin la grande histoire d'abord, concernant les qualités de ce film, qu'il y a une qualité de la photo, le film est en noir et blanc, sauf 3 scènes de cauchemar qui d'ailleurs vont permettre aux fous de donner un élément de conduisant à la vérité, eh bien, de l'enquête, pour l'enquête au nom de laquelle ce journaliste s'est fait interner. Eh bien, il y a un noir et blanc qui est sculpté cinématographiquement avec une grande efficacité, une grande beauté, il faut le dire aussi. Il y a une direction d'acteurs qui est très bonne. Peut-être que la première partie s'est un peu surjouée, la folie. C'est pour ça que je disais que c'était la folie conçue du point de vue du blanc, donc on se force un peu. Après tout, c'est aussi en cohérence avec le propos du film. Et après, eh bien, il y a une véritable explosion, un véritable feu d'artifice. Et puis pour la petite histoire, cette fois, puisque je viens d'utiliser le mot d'explosion, il faut savoir que Samuel Fuller, qui a tourné ce film en quelques semaines, 3 semaines, c'est un film à très petit budget, c'est un film très moyen, ce qui montre une fois de plus qu'on peut faire avec des ficelles, des bouts de ficelle et presque rien, eh bien, de grandes œuvres, parce que ce qui importe, c'est la qualité du regard créateur, qui n'est pas l'amplitude, l'inflation de moyens considérables, qui est le plus important pour faire la qualité cinématographique d'un film. Eh bien, Fuller savait qu'il manipulait un sujet dangereux, donc il avait peur d'être, enfin, que la fin du film soit transformée, que comment dire, il soit censuré, mine de rien, puisque dans la logique de production de cinématographique américaine, le coup de ciseau final, le final cut, comme on dit, il n'est pas entre les mains de l'auteur, du réalisateur, considéré comme un auteur, mais il est entre les mains des producteurs. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va provoquer un accident, il va détruire, notamment à l'occasion des scènes d'inondation que vous pourrez voir, le décor, pour qu'on ne puisse pas retourner
des scènes supplémentaires destinées à modifier le sens de ce film. Donc vous voyez en définitive, et pour conclure, que 3 paramètres de pulsion obsessionnelle, anticommunisme, racisme anti-noir, obsession du nucléaire, et crée au fond un espace qui est un des espaces significatifs d'une société américaine censée se développer à l'air libre, à ciel ouvert en quelque sorte, qui est un espace d'enfermement qui est l'asile. Il y a là évidemment quelque chose qui, au-delà de l'année 1963, eh bien, incarne une actualité toujours valable aujourd'hui, et pas que pour la société américaine, mais comme disait l'autre, eh bien, l'universel, c'est le local sans les murs. Samuel Fuller est un cinéaste jusqu'au bout des ongles nord-américain. Eh bien, il parle de ce qu'il connaît, et ce dont il parle, eh bien, est susceptible de nous toucher toutes et tous. Et c'est la raison pour laquelle ce film qui était à l'affiche de l'Odyssée, et qui aurait dû être à l'affiche jusqu'au 17 novembre, et qui sera à l'affiche le jour où nous recommencerons l'Odyssée, eh bien, ce film est un film à voir, et c'est la raison pour laquelle nous essayons, par cette modeste contribution de suggestion cinéphilique de l'Odyssée, d'attirer respectueusement, humblement, modestement votre attention. En tout cas, d'ici la fin du reconfinement, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Merci. Au revoir.